Ce qui se déroule actuellement à Washington ne ressemble plus à une simple controverse politique passagère, ni à une querelle idéologique classique entre partis opposés. Il s'agit d'un moment de tension institutionnelle profonde, où la question centrale n'est plus de savoir qui gagne le débat médiatique, mais jusqu'où peut aller le pouvoir exécutif lorsqu'il s'affranchit progressivement des limites qui lui sont imposées par la loi, les alliances et les usages démocratiques. Le recours répété au langage de l'urgence par Donald Trump, combiné à des déclarations ambiguës sur l'usage de la force et à une volonté affichée de concentrer l'autorité entre ses mains, a déclenché une réaction inhabituelle. Une résistance venue de l'intérieur même du Parti républicain. Cette résistance ne s'exprime pas par des discours spectaculaires ou des ruptures publiques fracassantes, mais par des gestes institutionnels précis, calculés, parfois discrets, qui traduisent une inquiétude grandissante. Des sénateurs républicains, traditionnellement favorables à un exécutif fort, commencent à considérer que le problème n'est plus politique mais structurel. Lorsqu'un président présente les mécanismes constitutionnels comme des obstacles personnels, lorsqu'il transforme chaque désaccord en affrontement existentiel et chaque limite juridique en trahison, la question cesse d'être partisane pour devenir systémique. Au cœur de cette crispation se trouve l'usage extensif des pouvoirs d'urgence. Historiquement, ces pouvoirs ont été conçus pour répondre à des situations exceptionnelles, clairement identifiables, limitées dans le temps et dans leur portée. Or, l'administration Trump a progressivement normalisé l'état d'exception comme mode de gouvernance. Qu'il s'agisse de décisions économiques, énergétiques ou sécuritaires, l'urgence devient un outil politique permettant de contourner le débat parlementaire, de marginaliser les contre-pouvoirs et de recentrer l'attention publique sur une narration de crise permanente. Cette stratégie a des conséquences directes sur la politique étrangère américaine. Les déclarations relatives à des territoires alliés, les hypothèses militaires évoquées sans cadre diplomatique clair, et la réduction des relations internationales à des rapports de force transactionnels ont profondément troublé les partenaires traditionnels de Washington. Lorsque des élus américains doivent expliquer publiquement que certaines régions évoquées ne sont pas des espaces abstraits mais des territoires relevant de pays alliés, membres de traités de défense collective, cela révèle une dégradation inquiétante du langage stratégique. C'est précisément cette dérive qui a poussé le Congrès à réactiver des outils longtemps restés théoriques, comme le War Powers Act. Ce texte, conçu pour empêcher l'engagement militaire unilatéral du président sans consultation parlementaire, redevient soudain un instrument concret de limitation du pouvoir exécutif. Le fait que des républicains aient rejoint les démocrates pour soutenir ce type de résolution constitue un signal politique majeur. Il ne s'agit pas d'un rejet de la présidence en tant que telle, mais d'une tentative de réaffirmer que la force militaire, l'autorité constitutionnelle et la souveraineté institutionnelle ne peuvent être subordonnées à la seule volonté d'un homme. Face à cette résistance, la réaction de Donald Trump a été révélatrice. Plutôt que de chercher le compromis ou la persuasion, il a choisi l'escalade verbale, l'intimidation politique et la dramatisation. Cette posture confirme une vision du pouvoir fondée moins sur la coalition que sur la domination, moins sur la négociation que sur la loyauté personnelle. Or, cette conception entre directement en conflit avec la logique institutionnelle américaine, qui repose sur la fragmentation volontaire de l'autorité afin d'éviter toute concentration excessive. Ce premier affrontement marque ainsi le début d'une séquence plus large, où plusieurs dynamiques convergent. La contestation interne, la remise en cause des pouvoirs d'urgence, la crainte d'aventures militaires mal encadrées et la réactivation des mécanismes de contrôle parlementaire. Ce n'est pas encore une rupture ouverte, mais c'est un point de bascule. Un moment où les institutions commencent à se rappeler qu'elles existent précisément pour résister lorsque la tentation de l'exception devient la règle. La dynamique qui se met alors en place dépasse largement le cadre d'un simple désaccord ponctuel entre le président et quelques élus récalcitrants. Elle révèle une fracture plus profonde entre deux conceptions du pouvoir au sein même du camp républicain. D'un côté, une vision personnalisée de l'autorité, où le président se perçoit comme l'incarnation directe de la volonté nationale, légitimée par l'élection et affranchie des contraintes qu'il juge secondaires. De l'autre, une approche plus institutionnelle, attachée à la continuité de l'État, aux précédents juridiques et à l'idée que la force de l'Amérique réside autant dans ses règles que dans sa capacité d'action. Cette tension devient particulièrement visible lorsque l'on observe la manière dont l'administration justifie ses décisions en politique étrangère. La rhétorique employée ne s'appuie plus prioritairement sur des alliances, des traités ou des équilibres stratégiques, mais sur une logique de rapport de force immédiat, souvent présentée comme une transaction. Les relations internationales sont décrites comme des accords commerciaux à renégocier, des actifs à sécuriser ou des leviers à exploiter. Or, cette approche ignore volontairement la dimension cumulative des engagements internationaux, où chaque déclaration, chaque menace, chaque geste symbolique produit des effets durables sur la crédibilité et la stabilité globale. C'est dans ce contexte que la question des alliés prend une importance centrale. En évoquant publiquement des scénarios impliquant des territoires relevant de partenaires stratégiques, l'exécutif américain a introduit une incertitude que les capitales européennes n'avaient pas anticipée à ce niveau. Même lorsqu'il ne s'agit que de déclarations, le simple fait qu'elles soient formulées par le président des États-Unis oblige les diplomaties étrangères à les prendre au sérieux. Dans un système international fondé sur la dissuasion et la prévisibilité, l'ambiguïté permanente devient un facteur de risque. À Washington, cette prise de conscience est progressive mais réelle. Des sénateurs, y compris parmi les plus conservateurs,
commencent à mesurer le coût politique et stratégique de cette imprévisibilité. Ils comprennent que chaque précédent créé aujourd'hui survivra au mandat actuel et pourra être invoqué demain par un autre président, peut-être moins compatible avec leurs propres intérêts. Cette réflexion explique pourquoi la contestation ne se limite pas à un rejet idéologique de Trump, mais s'inscrit dans une logique de préservation institutionnelle à long terme. Parallèlement, l'usage extensif des déclarations d'urgence commence à susciter un malaise croissant. Lorsqu'un état d'exception devient un outil récurrent, il perd sa justification initiale et se transforme en mécanisme de contournement. Les urgences successives finissent par se superposer, créant une gouvernance permanente de crise où le débat démocratique est constamment relégué au second plan. Cette situation alimente une fatigue politique, tant au sein du Congrès que dans l'opinion publique, et fragilise la légitimité des décisions prises sous ce régime. La réaction du président face à ces résistances internes confirme ce glissement. Chaque tentative de contrôle est interprétée comme une attaque personnelle, chaque rappel à la loi comme une obstruction malveillante. Ce réflexe transforme la relation entre l'exécutif et le législatif en affrontement de loyauté plutôt qu'en dialogue constitutionnel. Pourtant, le système américain n'a jamais été conçu pour fonctionner sur la base de la soumission, mais sur celle de la friction organisée, où le désaccord est un mécanisme de stabilité plutôt qu'un signe de faiblesse. À mesure que ces tensions s'accumulent, un changement subtil s'opère dans le comportement des élus républicains. Les échanges privés deviennent plus prudents, les votes plus calculés, les silences plus éloquents. Il ne s'agit plus seulement de soutenir ou de s'opposer, mais de choisir quand et comment tracer des lignes rouges. Cette prudence stratégique traduit une inquiétude profonde. Celle de voir les institutions perdre leur capacité à se corriger elles-mêmes si personne n'ose plus activer les mécanismes de contrôle prévus à cet effet. Ce moment marque ainsi une transition importante. Le débat n'est plus centré sur la personnalité de Donald Trump, mais sur la question de savoir si le cadre institutionnel américain est encore en mesure de contenir une présidence qui teste systématiquement ses limites. La réponse à cette question ne se jouera pas en une seule décision, ni en un seul vote, mais dans l'accumulation de gestes, de résistance et de rappels à l'ordre qui, mis bout à bout, dessineront soit un retour à l'équilibre, soit une nouvelle normalité où l'exception devient la règle. Cette évolution interne ne peut être comprise sans l'inscrire dans un cadre géopolitique plus large, où les décisions américaines produisent des effets en chaîne bien au-delà de leurs frontières. La posture adoptée par Washington influence directement les calculs stratégiques de puissances rivales comme la Chine et la Russie, mais aussi les choix de partenaires traditionnels qui, face à l'incertitude, commencent à diversifier leurs options. Lorsque les États-Unis donnent le sentiment que leurs engagements peuvent être reconfigurés au gré d'une urgence déclarée ou d'une impulsion présidentielle, la confiance qui soutient l'architecture internationale s'érode progressivement. Dans le cas de l'Amérique latine, cette logique est particulièrement visible. Les initiatives américaines à l'égard de pays comme le Venezuela s'inscrivent officiellement dans un discours de sécurité et de stabilité régionale. Cependant, elles sont perçues par de nombreux observateurs comme une tentative de réaffirmer une influence historique face à l'avancée d'acteurs extra-régionaux. La Chine, par ses investissements massifs et sa diplomatie économique, et la Russie, par son soutien politique et sécuritaire, ont progressivement occupé un espace que Washington considère désormais comme stratégique. Cette compétition transforme chaque décision américaine en signal adressé non seulement aux gouvernements locaux, mais aussi aux grandes puissances concurrentes. L'usage du langage de l'urgence dans ce contexte pose un problème supplémentaire. En présentant des enjeux économiques ou énergétiques comme des menaces existentielles immédiates, l'administration américaine justifie des actions rapides sans débat approfondi. Or, cette accélération peut produire des effets inverses à ceux recherchés. Elle renforce le sentiment, dans certains pays, que les États-Unis agissent davantage pour préserver des intérêts corporatifs que pour promouvoir une stabilité durable. À long terme, cette perception affaiblit l'attractivité du modèle américain et alimente un discours de résistance ou de non-alignement. Sur le plan européen, les inquiétudes sont d'une autre nature mais tout aussi profondes. Les alliés de l'OTAN ont construit leur sécurité collective sur la prévisibilité et la clarté des engagements américains. Lorsque des hypothèses militaires sont évoquées sans cadre diplomatique précis, ou lorsque des alliés potentiels sont traités comme des variables négociables, cela introduit un doute stratégique majeur. Même si aucune action concrète n'est engagée, l'incertitude elle-même devient un facteur de déstabilisation, obligeant les États européens à envisager des scénarios qu'ils pensaient définitivement écartés. Cette situation place le Congrès américain dans une position délicate. D'un côté, il doit éviter de fragiliser la position internationale des États-Unis en exposant des divisions internes trop visibles. De l'autre, il ne peut ignorer que le silence face à des dérives potentielles crée des précédents dangereux. C'est ce dilemme qui explique le ton mesuré mais ferme adopté par certains élus. Limiter le pouvoir exécutif sans provoquer une crise institutionnelle ouverte, réaffirmer la loi sans affaiblir la crédibilité extérieure du pays. Dans cette logique, le recours au War Powers Act apparaît moins comme une confrontation politique que comme un rappel procédural. Il s'agit de signaler, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, que les décisions engageant la force militaire américaine ne relèvent pas d'une seule volonté individuelle. Ce message est crucial pour les alliés, qui ont besoin de savoir que les mécanismes de consultation et de délibération existent encore, et pour les adversaires, qui doivent comprendre que l'Amérique n'agit pas de manière erratique mais selon un cadre institutionnel identifiable. Cependant,
Cette tentative de rééquilibrage intervient dans un climat de polarisation extrême, où chaque geste est immédiatement interprété à travers un prisme partisan. L'administration présente ces limitations comme des entraves à la capacité d'action, tandis que leurs promoteurs les décrivent comme des garanties de stabilité. Cette bataille narrative est au cœur de l'affrontement actuel, car elle détermine la manière dont l'opinion publique perçoit le rôle des institutions. Si les contre-pouvoirs sont vus comme des obstacles, leur légitimité s'affaiblit. S'ils sont perçus comme des protections, ils peuvent retrouver une fonction centrale. À mesure que cette confrontation se prolonge, les partenaires internationaux observent avec attention. Ils cherchent à déterminer si les États-Unis traversent une phase transitoire de turbulence ou s'ils entrent dans une nouvelle ère de gouvernance imprévisible. Cette distinction est essentielle, car elle influence les décisions d'investissement, les accords de défense et les alignements diplomatiques à long terme. Le comportement du Congrès dans les mois à venir sera donc interprété comme un indicateur clé de la résilience institutionnelle américaine. Ainsi, le débat interne sur les pouvoirs d'urgence et les prérogatives présidentielles ne peut être dissocié de ses répercussions globales. Chaque vote, chaque déclaration, chaque rappel à la loi participe à une conversation mondiale sur la nature du leadership américain. La question n'est plus seulement de savoir qui contrôle la politique à Washington, mais si les États-Unis peuvent encore offrir un cadre de référence stable dans un monde marqué par la rivalité des puissances et la fragilisation des normes internationales. À l'intérieur même des États-Unis, cette séquence géopolitique se double d'une crise plus silencieuse mais tout aussi déterminante. Celle du fonctionnement administratif et du respect des procédures. Derrière les déclarations spectaculaires et les affrontements publics, une autre bataille se joue, plus lente, plus technique, mais potentiellement plus contraignante pour le pouvoir exécutif. Elle concerne les mécanismes de contrôle, les délais légaux, la production de documents et le rôle des organes d'inspection chargés de vérifier la conformité de l'action gouvernementale. C'est précisément sur ce terrain que l'état d'urgence permanent montre ses limites. Lorsque des promesses de transparence sont formulées au plus haut niveau de l'État, elles créent des attentes concrètes, non seulement dans l'opinion publique, mais aussi au sein des institutions. Des délais sont annoncés, des procédures enclenchées, des engagements pris. Or, lorsque ces échéances sont repoussées sans explication claire, lorsque les documents tardent à être transmis ou que les justifications deviennent vagues, le problème cesse d'être politique pour devenir administratif. Ce type de dysfonctionnement attire inévitablement l'attention des parlementaires, car il touche au cœur de la crédibilité de l'exécutif. C'est dans ce contexte que les demandes de clarification et les appels à l'intervention des inspecteurs généraux prennent tout leur sens. Contrairement au débat médiatique, ces démarches ne reposent pas sur l'émotion ou la confrontation directe, mais sur l'examen méthodique des faits, des chaînes de décision et des responsabilités. Elles avancent lentement, accumulent des traces écrites et produisent des conclusions difficiles à balayer par un simple changement de narration. Pour une administration qui privilégie la vitesse, la domination du récit et l'effet immédiat, cette temporalité représente une menace structurelle. La réaction de l'exécutif face à ces contraintes procédurales suit un schéma désormais identifiable. À mesure que l'attention se porte sur les processus internes, le discours public s'élargit, les crises se multiplient, et l'agenda se surcharge de nouveaux enjeux présentés comme urgents. Cette stratégie vise à diluer la focalisation sur les questions de fond en saturant l'espace informationnel. Lorsque tout devient prioritaire, plus rien ne peut être examiné en profondeur. Cette logique, efficace sur le plan médiatique, montre toutefois ses limites face à des institutions conçues pour fonctionner indépendamment du rythme de l'actualité. Au sein du Parti républicain, cette situation provoque un malaise croissant. De nombreux élus comprennent que leur responsabilité ne se limite pas à défendre une ligne politique, mais inclut la préservation des mécanismes qui garantissent la continuité de l'État. Ils savent que les précédents créés aujourd'hui façonneront les marges de manœuvre des futurs présidents, quels qu'ils soient. En acceptant sans réserve l'érosion des procédures, ils prendraient le risque de légitimer un modèle de gouvernance qu'ils pourraient eux-mêmes subir demain. Cette prise de conscience explique l'évolution progressive du discours interne. Les termes employés deviennent plus techniques, moins idéologiques. On parle de conformité, de délai, de compétences respectives, de cadre légal. Ce changement de registre n'est pas anodin. Il signale un déplacement du conflit, qui quitte le terrain des intentions pour celui des structures. Dans ce domaine, les arguments émotionnels perdent de leur efficacité, car ce sont les textes, les archives et les règles qui font autorité. À l'échelle institutionnelle, cette phase correspond à un ralentissement volontaire du système. Les commissions enquêtent, les demandes formelles s'accumulent, les procédures s'enclenchent les unes après les autres. Ce mouvement peut sembler discret, voire invisible pour une partie du public, mais il constitue l'un des rares contrepoids capables de résister à une gouvernance fondée sur l'urgence permanente. Il rappelle que l'État ne se résume pas à l'exécutif et que la légitimité politique ne dispense pas du respect des formes. Plus largement, cette confrontation révèle une opposition fondamentale entre deux temporalités du pouvoir. D'un côté, une logique d'action immédiate, fondée sur l'impact, la vitesse et la domination du récit. De l'autre, une logique institutionnelle, lente, cumulative et parfois frustrante, mais conçue pour durer au-delà des individus. L'enjeu central de la période actuelle réside dans l'équilibre entre ces deux forces. Si la première l'emporte sans limite, le système se fragilise.
Si la seconde parvient à s'imposer, elle peut rétablir un cadre de stabilité. Ce moment marque ainsi une inflexion décisive. La contestation interne ne repose plus uniquement sur des désaccords politiques ou stratégiques, mais sur une interrogation profonde quant à la capacité des institutions américaines à se défendre face à une concentration excessive du pouvoir. La réponse à cette interrogation ne se manifestera pas par un événement spectaculaire, mais par la persistance ou l'effritement des règles, par la capacité du Congrès à exercer ses prérogatives et par la volonté collective de considérer que la procédure n'est pas un obstacle, mais une protection. Cette phase de tension prolongée conduit inévitablement à une recomposition des comportements politiques, non seulement au sommet de l'État, mais aussi dans les strates intermédiaires du pouvoir. Les administrations, les agences fédérales et les services chargés de l'exécution concrète des décisions se retrouvent placés dans une position délicate. Pris entre des injonctions politiques de plus en plus pressantes et des obligations légales strictes, ils doivent arbitrer entre rapidité et conformité. Dans ce contexte, l'état d'urgence répété agit comme un facteur de pression supplémentaire, brouillant les lignes de responsabilité et rendant plus floues les chaînes de décision. Ce brouillage n'est pas sans conséquence sur la gouvernance elle-même. Lorsque les règles sont perçues comme modulables selon la situation politique du moment, la capacité de l'administration à fonctionner de manière cohérente s'affaiblit. Les fonctionnaires hésitent, les décisions se ralentissent ou, au contraire, sont prises dans la précipitation pour répondre à une demande politique immédiate. Cette instabilité interne finit par produire l'effet inverse de celui recherché. Au lieu d'un État plus efficace, elle génère des frictions, des retards et une accumulation de contentieux potentiels. Sur le plan politique, cette réalité commence à peser sur les calculs électoraux. Les élus républicains, en particulier ceux exposés à des échéances prochaines, perçoivent de plus en plus clairement que la rhétorique de la crise permanente ne se traduit pas nécessairement par un soutien durable dans l'opinion. Les électeurs peuvent tolérer l'exception sur une courte période, mais ils se montrent plus réticents lorsque celle-ci devient un mode de gouvernance. Les enjeux de guerre, de sanctions et de pouvoir exécutif concentré cessent alors d'être abstraits et se transforment en préoccupations concrètes, liées aux coûts économiques, à la sécurité et à la crédibilité internationale. Cette prise en compte du facteur électoral renforce la volonté de certains parlementaires de reprendre une marge de manœuvre. Il ne s'agit pas de rompre brutalement avec le président, mais de se positionner de manière à ne pas être entraîné dans une dynamique dont il ne maîtrise plus les conséquences. En réaffirmant le rôle du Congrès, il cherche à rééquilibrer la relation entre les branches du pouvoir tout en se protégeant politiquement. Cette stratégie de distance prudente illustre un changement de paradigme. La loyauté automatique cède progressivement la place à une logique de préservation institutionnelle et personnelle. Dans le même temps, l'exécutif continue de présenter toute limitation comme une entrave à l'efficacité nationale. Cette opposition entre efficacité et légalité est au cœur du discours présidentiel. Elle suggère que la rapidité d'action justifie le contournement des procédures et que la concentration du pouvoir serait la condition de la sécurité. Or, cette équation est précisément celle que les institutions américaines ont cherché à éviter en multipliant les contre-pouvoirs. La Constitution ne repose pas sur la méfiance envers l'action, mais sur la conviction que l'action sans contrôle finit par se retourner contre l'intérêt général. À l'international, cette dialectique est observée avec attention. Les partenaires des États-Unis évaluent non seulement les décisions prises, mais aussi la manière dont elles sont encadrées. Un pays capable de se corriger, de débattre et de limiter son propre exécutif envoie un signal de stabilité. À l'inverse, un système où l'urgence justifie tout alimente la crainte d'une politique imprévisible, susceptible de changer de cap brutalement. Cette perception influence les alliances, les coopérations militaires et les choix économiques à long terme. La période actuelle apparaît ainsi comme un moment de clarification. Les institutions américaines sont confrontées à une épreuve qui les oblige à démontrer leur capacité de résistance sans provoquer de paralysie. Le Congrès teste ses prérogatives, l'exécutif affirme son autorité, et l'administration tente de maintenir un fonctionnement cohérent entre ces deux pôles. Le résultat de cette interaction déterminera si l'état d'urgence reste une exception encadrée ou s'il s'installe durablement comme un mode de gouvernement. Ce qui se joue ici dépasse largement la figure d'un président ou d'un mandat. Il s'agit de la définition même du pouvoir dans un régime démocratique avancé. La question n'est pas de savoir si l'État peut agir vite, mais s'il peut le faire sans renoncer aux principes qui fondent sa légitimité. À mesure que les tensions s'accumulent, cette interrogation devient de plus en plus centrale, non seulement pour les acteurs politiques, mais pour l'ensemble de la société qui observe, souvent avec lassitude, mais aussi avec une attente croissante de clarté et de responsabilité. À ce stade, la confrontation atteint un niveau où elle ne peut plus être interprétée comme une simple divergence tactique. Elle devient une question de survie institutionnelle. Ce qui inquiète désormais une partie croissante des responsables politiques n'est pas seulement ce que le président fait, mais la manière dont il redéfinit implicitement la notion même d'autorité. En assimilant toute limite légale à une attaque personnelle et toute procédure à une entrave hostile, il transforme progressivement le cadre démocratique en un champ de bataille permanent, où la légitimité ne découle plus des règles, mais de la capacité à imposer un rapport de force. Cette transformation du langage du pouvoir a des effets profonds sur la culture politique. Lorsqu'un chef de l'exécutif affirme, explicitement ou implicitement, qu'il est guidé avant tout par son propre jugement plutôt que par les lois, les traités ou les précédents, il envoie un signal dangereux.
Il suggère que la norme n'est plus collective mais individuelle, que la continuité institutionnelle peut être suspendue au nom de l'efficacité ou de l'urgence. Pour des élus conscients de l'histoire politique américaine, cette logique évoque moins une démonstration de force qu'un glissement vers l'arbitraire. C'est précisément ce glissement qui alimente la nervosité au sein du Parti républicain. Beaucoup comprennent désormais que le problème n'est pas idéologique mais structurel. Aujourd'hui, les outils de pouvoir concentré servent un président qu'ils soutiennent encore partiellement. Demain, ces mêmes outils pourraient être utilisés par un dirigeant radicalement opposé à leurs valeurs. En ce sens, chaque concession faite au nom de la loyauté immédiate fragilise leur propre avenir politique et institutionnel. Cette prise de conscience, longtemps différée, commence à produire des effets tangibles. On observe ainsi un changement dans la manière dont les décisions sont préparées et validées au Congrès. Les votes deviennent plus prudents, les textes plus précis, les débats plus techniques. Il ne s'agit plus de bloquer frontalement l'exécutif, mais de réduire ses marges d'interprétation. Chaque mot compte, chaque référence juridique est pesée, chaque précédent est invoqué. Cette approche reflète une stratégie défensive. Renforcer les digues plutôt que provoquer une rupture brutale qui pourrait se retourner contre ses initiateurs. Du côté de l'exécutif, cette résistance feutrée est perçue comme une menace directe. Elle ne se prête pas à la confrontation médiatique classique, car elle repose sur des mécanismes lents et discrets. C'est précisément ce qui la rend difficile à neutraliser. On ne peut pas intimider une procédure, ni discréditer un calendrier légal sans s'exposer soi-même à des accusations plus graves. Face à cette contrainte, la tentation est grande de déplacer le conflit vers le terrain symbolique, en multipliant les déclarations alarmistes et les récits de crise nationale. Cette escalade verbale vise à maintenir une pression constante, à empêcher toute stabilisation du débat. Tant que l'environnement politique reste saturé de conflits, il devient plus difficile pour les institutions de travailler sereinement. Pourtant, cette tactique présente un risque majeur. À force d'invoquer l'urgence, celle-ci perd de son impact. Lorsque tout est présenté comme une menace existentielle, l'opinion publique finit par se désengager, ou pire, par considérer l'exception comme la norme. C'est ici que le facteur du temps devient déterminant. Les institutions fonctionnent sur la durée, accumulant décisions, archives et précédents. Le pouvoir fondé sur l'intensité médiatique, en revanche, dépend d'une attention constante. Plus le temps passe, plus cet écart devient visible. Les élus qui misent sur la patience et la procédure savent que leur force réside précisément dans cette asymétrie. Ils n'ont pas besoin de gagner chaque bataille symbolique, seulement de préserver le cadre dans lequel les batailles futures pourront encore être arbitrées. À ce moment précis, la question qui traverse silencieusement les couloirs du pouvoir n'est plus de savoir jusqu'où le président peut aller, mais jusqu'où les institutions sont prêtes à tenir. Cette interrogation n'appelle pas de réponse immédiate. Elle se résoudra dans la constance des actes, la solidité des règles et la capacité collective à accepter que le pouvoir, même élu, n'est jamais absolu. C'est cette tension, encore contenue mais de plus en plus visible, qui prépare la phase suivante de la confrontation. Nous entrons désormais dans une phase où la dynamique n'est plus seulement défensive, mais commence à produire des effets irréversibles sur l'équilibre politique. La résistance institutionnelle, longtemps contenue, modifie progressivement le rapport de force. Elle ne se manifeste pas par un affrontement spectaculaire, mais par une série de décisions cumulatives qui restreignent l'espace de manœuvre de l'exécutif. Chaque vote, chaque demande de rapport, chaque rappel procédural ajoute une couche supplémentaire de contraintes qui, mises bout à bout, transforme la nature même de la présidence. Ce changement de terrain est fondamental. Tant que le conflit se jouait sur le plan rhétorique, le président conservait un avantage certain. La capacité à imposer un récit, à capter l'attention et à dramatiser chaque enjeu permettait de masquer les failles structurelles. Mais face à des mécanismes institutionnels qui opèrent dans la durée, cette supériorité s'estompe. Les procédures ne réagissent pas à la pression émotionnelle, elles avancent selon un calendrier propre, indifférent aux pics de tension médiatique. Dans ce contexte, le langage de l'urgence devient paradoxalement un aveu de faiblesse. Plus il est utilisé, plus il révèle une difficulté à gouverner dans un cadre normalisé. Les déclarations d'exception ne servent plus seulement à accélérer l'action, mais à figer un rapport de force avant qu'il ne se dégrade davantage. Cette logique est bien connue dans l'histoire politique. Lorsque le pouvoir perçoit que le temps joue contre lui, il cherche à suspendre ce temps en invoquant une crise permanente. Cependant, cette stratégie se heurte à une réalité incontournable. Le pouvoir exécutif ne peut fonctionner isolément. Il dépend du Congrès pour le financement, pour la validation de nombreuses nominations, pour la légitimité de ses engagements internationaux. À mesure que les relations se tendent, ces dépendances deviennent des leviers potentiels pour les législateurs. Sans confrontation directe, ils peuvent ralentir, conditionner ou encadrer l'action présidentielle, transformant la centralisation du pouvoir en source de vulnérabilité. Cette évolution influence également le calcul des acteurs politiques au sein du Parti républicain. Pour beaucoup, la question de la succession, de l'héritage politique et de la mémoire historique prend une importance croissante. Ils savent que l'histoire ne juge pas seulement les intentions, mais les conséquences. Être associé à une période de dérive institutionnelle peut peser durablement sur une carrière, bien au-delà des bénéfices électoraux immédiats.
Cette perspective encourage une forme de prudence stratégique, voire de désengagement progressif. À l'échelle de l'opinion publique, l'effet est plus diffus mais réel. La saturation des crises, la répétition des conflits et l'usage constant de la dramatisation finissent par produire une lassitude. Une partie des citoyens cesse de suivre les détails, mais retient une impression générale d'instabilité. Or, cette perception peut s'avérer politiquement coûteuse. La promesse de force et de contrôle se heurte à une réalité vécue comme chaotique, où l'urgence semble moins synonyme de sécurité que de désordre. C'est dans ce climat que les institutions jouent un rôle crucial de stabilisation. Leur lenteur apparente devient un atout. En refusant de réagir à chaque provocation, elles imposent un rythme différent, fondé sur la continuité et la prévisibilité. Ce contraste met en lumière la différence entre le pouvoir personnel et le pouvoir institutionnel. Le premier est intense mais fragile, le second est discret mais résilient. À ce stade, il devient clair que le conflit ne pourra pas être résolu par un simple ajustement tactique. Il s'inscrit dans une trajectoire où chaque acteur est contraint de révéler sa véritable conception du pouvoir. Pour le président, il s'agit de savoir s'il accepte l'idée de limite durable. Pour le Congrès, il s'agit de déterminer s'il est prêt à assumer pleinement son rôle, avec les risques politiques que cela comporte. Pour le système dans son ensemble, l'enjeu est de prouver qu'il peut absorber les chocs sans se transformer. Ce moment constitue ainsi un point de non-retour symbolique. Même si les tensions venaient à s'apaiser temporairement, les lignes ont été déplacées. Les précédents sont établis, les réflexes institutionnels réactivés, les équilibres redéfinis. La question n'est plus de revenir à la situation antérieure, mais de savoir quel nouvel équilibre émergera de cette confrontation prolongée entre urgence et règles, entre pouvoir personnel et cadre collectif. La séquence qui s'achève ne trouve pas sa signification dans une décision isolée, une déclaration particulière ou un vote précis, mais dans l'ensemble des signaux accumulés au fil du temps. Ce que révèle cette confrontation prolongée, c'est la fragilité inhérente à tout pouvoir qui cherche à se soustraire durablement aux règles censées l'encadrer. Plus un exécutif s'appuie sur l'urgence pour justifier son action, plus il expose implicitement sa difficulté à gouverner dans un cadre normalisé. Et plus il insiste sur la personnalisation de l'autorité, plus il affaiblit la légitimité collective dont il dépend pourtant. Dans ce contexte, la réaction des institutions américaines prend une valeur qui dépasse largement la situation immédiate. Elle ne constitue ni une rébellion idéologique ni un rejet frontal du leadership, mais une tentative de réaffirmation des fondements mêmes de la gouvernance démocratique. Le Congrès, en réactivant ses prérogatives, en insistant sur les procédures et en acceptant le coût politique du ralentissement, rappelle que la stabilité ne résulte pas de la concentration du pouvoir, mais de sa répartition. Cette logique, souvent invisible en période de calme, devient cruciale lorsque la pression s'intensifie. Sur le plan géopolitique, cette dynamique envoie un message ambigu mais déterminant. D'un côté, elle révèle les tensions internes d'une puissance encore centrale dans l'ordre international. De l'autre, elle démontre que les mécanismes de correction existent toujours et qu'ils peuvent être activés lorsque les lignes de fracture deviennent trop profondes. Pour les alliés comme pour les adversaires, cette capacité à se confronter à ses propres excès constitue un indicateur clé de résilience. Un système qui accepte la critique interne est plus prévisible à long terme qu'un pouvoir figé dans la logique de l'exception permanente. Cette période marque également une inflexion dans la culture politique américaine. Elle rappelle que l'efficacité immédiate ne peut être le seul critère d'évaluation de l'action publique. La durabilité, la cohérence et la compatibilité avec les règles existantes sont tout aussi essentielles. Lorsque ces dimensions sont négligées, l'État gagne peut-être en rapidité, mais il perd en solidité. Or, dans un environnement international marqué par la rivalité des puissances, l'instabilité interne devient une vulnérabilité stratégique. Pour le Parti républicain, cette phase agit comme un révélateur. Elle oblige ses membres à clarifier leur rapport au pouvoir, à distinguer la loyauté politique de la responsabilité institutionnelle. Le choix n'est pas entre soutenir ou s'opposer à un homme, mais entre préserver un cadre qui survivra aux individus ou accepter une transformation durable des règles du jeu. Cette décision, souvent implicite, pèsera sur l'identité du parti bien au-delà de l'actualité immédiate. Au terme de cette séquence, une conclusion s'impose. Le véritable enjeu n'est pas la victoire d'un camp sur un autre, mais la capacité du système à absorber la tension sans se dénaturer. Les démocraties ne s'effondrent pas nécessairement sous le coup d'un événement spectaculaire. Elles s'érodent lorsque l'exception devient banale, lorsque la procédure est perçue comme un obstacle et lorsque le pouvoir se confond avec la volonté personnelle. À l'inverse, elles se renforcent lorsque des acteurs acceptent de dire non, même lorsque cela est politiquement coûteux. Ce moment restera donc comme un test. Un test de maturité institutionnelle, de mémoire historique et de responsabilité collective. Il ne dira pas seulement quelque chose de cette présidence, mais de la trajectoire future de la gouvernance américaine. Car les règles que l'on protège aujourd'hui définissent les limites auxquelles seront confrontés les dirigeants de demain. Et dans cette perspective, la résistance à l'absolutisation du pouvoir n'apparaît plus comme une trahison, mais comme un acte de préservation.